Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous dire si j'ai finalement décidé d'acheter l'action PayPal, donc je vais vous montrer les résultats de mes recherches du week-end. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, donc il y a une semaine et demie j'avais déjà sorti une vidéo d'analyse sur PayPal et j'avais conclu que ça pouvait être intéressant mais qu'il fallait d'abord que j'aille lire les rapports annuels. Et donc maintenant c'est chose faite, j'ai pris une décision et donc à la fin de cette vidéo vous saurez laquelle. Donc déjà c'est important de comprendre comment PayPal gagne de l'argent puisqu'on va voir que ça va avoir un impact sur la suite de l'analyse. Donc PayPal, ils donnent leurs revenus sous deux segments. D'abord, c'est des frais de transaction qui sont facturés aux commerçants et aux consommateurs à chaque transaction. Et ça représente 90% de leurs revenus. Et les 10% restants, c'est des revenus d'autres services. Donc nous, on va se concentrer sur la partie qui donne 90% des revenus. Et dans cette partie-là, on a principalement le PayPal Branded Checkout, donc c'est-à-dire le bouton PayPal jaune que tout le monde connaît. Une partie Venmo, donc c'est une startup qu'ils ont rachetée il y a quelques années, fondée par Brian Johnson, qui a une chaîne YouTube assez connue maintenant, et qui permet d'envoyer de l'argent à ses amis et aussi de payer des entreprises. Et une partie Unbranded Processing, qui est principalement composée du service qui s'appelle Braintree, qui est une startup qui a été rachetée en même temps que Venmo, puisque c'est le même fondateur qui a fait les deux. Et donc le bouton PayPal, c'est leur service historique, donc qui avant représentait la quasi-totalité de leurs revenus. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est équilibré, donc avec 30% pour le bouton, 30% pour Braintree et 18% pour Venmo. Et on voit, si on regarde l'année 2021, que la part du Unbranded Processing augmente et que la part donc du bouton PayPal diminue. Et si on regarde au niveau de la croissance, on voit que le bouton, c'est 5% de croissance en 2022, Venmo, c'est 7%, et cette partie-là, c'est 40%. Et donc ça, c'est les données de 2022, mais quand on lit le rapport annuel, enfin le rapport trimestriel du Q2 2023, c'est 6,5% pour Bouton plus Venmo, il le donne en combiné, et c'est 30% pour la partie Unbranded Processing. Et autre point très important, c'est que leur service qui a la plus haute marge et les plus hauts frais, c'est justement le bouton, donc la partie qui aujourd'hui a le moins de croissance. Et à l'inverse, Venmo et Braintree, c'est des frais qui sont plus faibles et des marges qui sont plus faibles. Donc là, il faut être conscient que les marges globales de PayPal vont sûrement baisser, puisque le business à la marge plus faible commence à prendre plus de place et que les business à plus haute marge prennent de moins en moins de place. Et ça, c'est un assez mauvais signe. Maintenant, je vais jeter un œil au nombre d'utilisateurs actifs. Et là, il y a un point positif et un point négatif. C'est que le nombre de transactions par utilisateur augmente, mais le nombre d'utilisateurs actifs diminue. Et surtout, il a augmenté 2 trimestres de suite, ce qui est assez mauvais signe. Donc passage de 435 millions à 433 millions, puis à 431 millions. Et pour se justifier, le management dit que ce churn, il vient d'utilisateurs qui étaient peu engagés et que leur focus stratégique, c'est de se concentrer sur augmenter le nombre de transactions des utilisateurs actifs. Mais honnêtement, je trouve pas cette explication hyper convaincante. Et donc ils ont réussi à quand même avoir de la croissance du chiffre d'affaires parce que c'est le nombre d'opérations par utilisateur qui a augmenté. Mais voilà, il faut bien savoir que le nombre d'utilisateurs actifs, il diminue depuis maintenant fin 2022. Donc à voir lors des trimestres suivants si cette tendance continue, ce qui serait très mauvais signe, ou s'ils arrivent à se reprendre. Et d'ailleurs, cette augmentation du nombre de transactions par utilisateur, ça vient surtout de Braintree, donc le business qui a des marges plus faibles. Ensuite, au niveau de la balance sheet, dans la dernière vidéo, j'avais déjà conclu qu'ils n'étaient pas en danger de faillite ni rien. Donc ça, je reviens pas dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, il y a le sujet du Buy Now, Pay Later. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va acheter quelque chose, PayPal va nous prêter l'argent, et on devra ensuite rembourser plus tard. Et donc ça veut dire que maintenant, PayPal a des prêts qu'on voit ici, ce qui constitue un risque si les gens ne payent pas. Mais ils ont décidé de vendre ces prêts à KKR, et donc ça leur permet de récupérer du free cash flow et de donner le risque de crédit à cette entreprise-là. Donc ça, je pense que c'est un bon move. Maintenant, un des sujets les plus importants sur PayPal, c'est est-ce qu'ils ont un moat, donc est-ce qu'ils ont un rempart concurrentiel qui va permettre d'éloigner la concurrence. Donc on peut se dire intuitivement que oui, qu'il y a un cercle vertueux, puisque plus il y a de consommateurs qui utilisent PayPal, plus les commerçants vont vouloir accepter les paiements avec PayPal, et plus il y a de commerçants qui acceptent les paiements avec PayPal, plus les consommateurs vont vouloir continuer à l'utiliser. Et ils ont maintenant plus de 400 millions de consommateurs actifs et plus de 35 millions de commerçants actifs. Donc on va justement jeter un œil à la concurrence. Donc là, on a la part des 1500 plus gros commerçants d'Amérique du Nord et d'Europe qui acceptent tel ou tel moyen de paiement. Donc on voit que PayPal est toujours le leader, avec 79% de ces commerçants qui acceptent le paiement via PayPal. Mais qui est à leur trousse? On retrouve les GAFAM, donc Apple, Google et Amazon, juste derrière eux.
Alors je me suis penché un petit peu sur comment ça fonctionnait pour voir s'il fallait s'inquiéter de cette concurrence ou pas. Et donc il se trouve que par exemple quand vous faites un paiement avec Apple Pay ou avec un autre, c'est pas Apple qui gère la transaction de A à Z, il faut que ça passe derrière par un processeur de paiement. Et donc parmi ces processeurs de paiement, il y a Braintree, et Braintree est possédé par PayPal. Donc quand j'ai vu ça, j'avais commencé par me dire que même si Apple Pay, Google Pay, etc. prennent de l'ampleur, que ça bénéficierait à PayPal, puisqu'ils vont toucher des revenus là-dessus. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, Braintree, c'est un business à plus faible marge, avec des frais plus faibles. Donc si par exemple Apple Pay prend de la part de marché sur PayPal, ça va baisser les revenus donc, qui viennent du bouton PayPal, qui sont plus élevés, et ça va augmenter à la place les revenus, enfin ça va les remplacer par des revenus Braintree, mais et encore, parce qu'il n'y a pas que Braintree comme processeur de paiement. Et donc dans tous les cas, ça aura un effet négatif sur PayPal, donc faux espoir là-dessus. Et ils ont un autre gros concurrent, mais plus pour la partie paiement en ligne, c'est Stripe. Donc on va comparer un petit peu les frais. On voit que là c'est 1,5% plus 25 centimes et 2,5% plus 25 centimes pour l'Angleterre. Et pour PayPal, c'est apparemment 2,9% aux US plus 30 centimes. Et si c'est à l'international, c'est 4,4 plus 30 centimes. Donc là, on est largement au-dessus. Et si je regarde par rapport à mon expérience perso, il y a quelques années, je faisais du dropshipping. Et donc j'acceptais les paiements avec PayPal et avec Stripe. Et effectivement, les frais Stripe étaient bien plus faibles. Et j'entendais aussi pas mal d'histoires de clients qui demandaient des remboursements. Et PayPal donnait apparemment toujours raison aux clients plutôt qu'aux commerçants. Et donc il y en a pas mal qui décidaient d'arrêter d'accepter les paiements avec PayPal. Et si je regarde du côté de la communauté des indie hackers, c'est-à-dire des développeurs qui créent leur propre site ou leur propre logiciel pour en vivre, j'en ai jamais vu un seul parler d'utiliser PayPal. Le choix c'est toujours Stripe par défaut, il y a même pas de... Enfin, le sujet de PayPal en fait n'est jamais envisagé quoi. Donc de ce que j'observe, Stripe ça m'a l'air quand même largement plus apprécié que PayPal aujourd'hui. Et ils ont en plus les GAFAM qui sont derrière eux. Donc ça sent un petit peu le roussi quand même. Donc on va regarder si cette concurrence a eu un impact sur les marges de PayPal. Et on voit que la grosse margin de PayPal est en baisse depuis au moins depuis 2015. Et ils sont passés de plus de 50% à maintenant 40%. Donc c'est dû en partie au fait que leur partie processeur de paiement, donc Braintree, prend de plus en plus de place et c'est un business à plus faible marge. La marge au niveau de chaque transaction est plus faible, donc c'est ça qui cause la baisse de la grosse margin dans le temps. Et quand on voit la croissance de chaque segment, comme on a vu au début de la vidéo, ça devrait sûrement continuer dans cette voie. Et si on ajoute à ça l'impact de la concurrence qui peut tirer les prix vers le bas, c'est assez mauvais signe. Là, ils ont réussi à remonter leur net margin à 14%, mais c'est en faisant une grosse optimisation sur les coûts, ce qui fait qu'aussi ils investissent moins. Donc pour moi, c'est pas spécialement bon signe que cette operating margin ou net margin soit en réaugmentation depuis l'année dernière. Parce que de toute façon, avec la grosse margin qui baisse, qui va continuer sûrement de baisser, à un moment donné, ça va pas pouvoir monter bien haut. S'ils veulent continuer à investir, à faire des acquisitions, etc. Et donc pour moi là ça montre un problème sur le sujet du mode, c'est que pour les paiements, le meilleur moyen de se différencier c'est de proposer les frais les plus faibles, et donc les prix sont tirés vers le bas et les marges sont tirées vers le bas. D'autant plus quand tu as derrière toi les GAFAM qui peuvent se permettre de mener des projets non rentables juste dans le but de prendre des parts de marché pour ensuite devenir rentables une fois qu'ils sont leaders. Ça sent encore une fois un petit peu le roussi pour PayPal à mon avis. On va aussi jeter un coup d'œil au ROE, puisque le ROE, c'est le ratio qui est le plus directement lié au MOAT. Donc une entreprise qui a un MOAT fort va avoir un ROE élevé, et inversement, une entreprise qui a un ROE élevé, c'est signe qu'elle a un MOAT. Donc on va aller regarder ça. Alors dans ma dernière vidéo, j'avais dit que le ROE était suffisant, parce que mon screener prend un ROE moyen des 5 dernières années. Mais il se trouve que les 5 années qu'on vient de passer n'étaient pas des années classiques, puisqu'il y a eu le Covid qui fausse un petit peu cette donnée, puisque leur business a explosé justement pendant le Covid, puisque tout le monde était sur son ordi, les transactions ont explosé. Ça fait qu'ils ont eu un pic de ROE comme ça au-dessus des 20 jusqu'à 27%, 24%, 23%, etc. Ce qui booste la moyenne sur les 5 dernières années. Mais pour moi, cette partie-là, il faut l'ignorer totalement. Et donc si je regarde quel était leur ROE dans le passé, donc jusqu'à fin 2019, on voit qu'ils étaient au maximum à 15,2. Donc moi je recherche des ROE qui sont minimum à 15%, c'est vraiment un minimum. Un ROE de 15%, ça veut dire que l'entreprise ne pourra jamais faire croître ses bénéfices de plus de 15% sans émettre de nouvelles actions, donc sans diluer ses actionnaires, ce qui est mauvais, ou sans emprunter de l'argent, ce qui est pas super non plus. Donc c'est vraiment un ratio important à regarder. Donc on voit que là de 2015 à 2019, leur ROE il est à 10%, il descend même parfois sous les 10%, et il monte au grand maximum à 16,25%.
Et suite au Covid, ils sont revenus à du 11, 12, 13, avec là au tout dernier trimestre un 20%. Mais dans le rapport annuel, on voit que ce trimestre, ils ont beaucoup réduit les coûts et je sais pas si ça va être tenable à long terme comme RE. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Donc je préfère me fier sur leur RE historique et on voit qu'ils ont quasiment jamais été au-dessus des 15%, ce qui est signe d'un mot insuffisant. Maintenant, j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient la comparaison entre Meta et PayPal, d'ailleurs dont moi au début, mais on va voir que c'est des entreprises qui étaient dans des positions très différentes au moment où leur cours s'est effondré. Donc déjà, on va comparer la croissance du revenu historique des deux entreprises. Donc PayPal, c'est plutôt une croissance, on va dire avant le Covid, de l'ordre de 10 à 20%, on va dire en général. Et pour Meta, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 40, voire 50%. Donc Meta avait un historique de croissance bien meilleur. On va regarder maintenant une comparaison du ROE. Donc pour PayPal, on l'a vu il y a 2 secondes, c'est un ROE plutôt entre 10 et 15. Et pour Meta, donc au tout début, ils n'étaient pas encore rentables. Donc on va regarder par ici. Et ils avaient plutôt un ROE de 20 à 30. Donc un ROE bien meilleur, ce qui veut dire qu'ils arrivaient à bien mieux réinvestir l'argent des actionnaires, et qui est aussi le signe d'un mode plus puissant. Et une des raisons qui avait fait chuter l'action Meta, c'était la concurrence de TikTok. Tout le monde commençait à dire que TikTok allait remplacer Facebook, que Facebook était mort, etc. Mais la situation, là aussi, au niveau de la concurrence, elle est très différente, puisque Meta, c'était vraiment le leader incontesté. Et derrière, c'est un acteur plus petit qui essayait de prendre des places à Meta, donc à Facebook et Instagram. Et là, en fait, c'est la situation opposée. Là, c'est justement les GAFAM, donc les entreprises les plus puissantes au monde, celles qui ont le plus de moyens, qui essayent justement de prendre de l'argent à PayPal. Donc là, c'est la plus petite entreprise qui se fait attaquer par les plus grosses, alors que dans le cas de Meta, c'était la plus grosse qui se faisait attaquer par une plus petite. Et donc là, la situation, elle va être beaucoup plus dure à gérer au niveau de la concurrence pour PayPal par rapport à Meta. Ensuite, il y a quand même des points positifs, comme le fait qu'il soit porté par le marché du e-commerce qui est en croissance et qui va continuer à croître, et aussi par exemple leur allocation de capital qui est bonne. On voit qu'ils ont accentué les rachats d'actions maintenant que l'action est sous-valorisée, ça c'est bien. Mais même si l'entreprise a des points positifs, j'ai décidé de ne pas acheter l'action, puisque pour moi l'entreprise n'est pas d'assez bonne qualité. Elle a des qualités, elle est sous-valorisée je pense, mais elle n'est pas d'assez bonne qualité, puisque moi ce que je veux c'est acheter des entreprises de très bonne qualité, que je suis confiant de pouvoir garder à 10 ou 20 ans, et c'est pas le cas pour PayPal, à cause de ses marges qui sont en baisse, à cause de son ROE qui est finalement pas assez élevé, et de son mode qui n'est pas assez fort d'après moi. Et en plus, c'est un produit que j'ai quasiment jamais utilisé de ma vie, donc pour moi, c'est impossible d'avoir une conviction. Donc je n'ai pas investi dans PayPal. Et si vous voulez savoir calculer la valeur intrinsèque d'une action, donc déterminer le prix juste qui pourrait vous permettre de battre le marché par exemple, vous pouvez récupérer ce Google Sheet en cliquant sur le premier lien dans la description. Et ça vient avec une vidéo explicative. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!